Check final? Ouais. Panneau carburant, confort d'atterrissage, train sorti, anti-skid. Bienvenue sur la base aérienne d'Istres, dans les Bouches-du-Rhône, sur la plus longue piste d'Europe, 5000 mètres. Alors ici, des avions militaires et civils l'utilisent pour réaliser des essais en vol, et c'est l'une des rares bases équipées pour accueillir la navette spatiale américaine. Bonjour colonel, vous commandez cette base aérienne d'Istres. Expliquez-nous qu'est-ce qu'on trouve ici. La base d'Istres est très étendue, donc il y a de nombreuses missions qui sont soutenues. La mission principale qui est soutenue par la base aérienne, c'est la mission de dissuasion nucléaire. Et sont implantées deux unités aériennes très particulières sur la base, que sont le groupe de ravitaillement en vol, avec les avions de ravitaillement que vous voyez juste derrière nous, et puis un escadron de bombardement nucléaire des forces aériennes stratégiques, équipé de Mirage 2000N. Alors on va suivre l'émission de ce Boeing C-135 tout au long de ce journal. Mais d'abord, direction Kandahar, au sud de l'Afghanistan, avec les pilotes de chasse français et américains qui partagent leur expérience pour mener à bien leur mission. Kandahar, sud de l'Afghanistan, sur la plus grande base OTAN du monde, un escadron de chasse américain un peu particulier. Dans le cadre d'une coopération bilatérale, un pilote français y est actuellement inséré. J'ai été le premier pilote français inséré au niveau d'un escadron A10. Je vais faire partie du 75e escadron pendant 3 ans. Mon escadron d'adoption américain est déployé en Afghanistan, donc sur la base même de Kandahar, depuis mi-septembre 2010. Au même moment, de l'autre côté de la base, un pilote américain vit l'expérience inverse au sein du détachement français. C'est une vraie chance pour l'escadron d'avoir justement cet apport d'un officier étranger vis-à-vis de l'insertion dans les forces françaises. J'ai intégré l'escadron en mai 2009, il y a 1 an et demi. Avec mon navigateur et moi, spécifiquement quand je vole et je pense à toutes les choses, il n'y a pas d'espace dans mon tête pour traduire aussi les choses qu'il a dit. Donc pour la plupart on travaille en anglais dans l'avion. Parfaitement intégré dans son unité d'adoption, le pilote américain s'implique totalement dans les missions qu'il mène au profit des troupes au sol. C'est pour elles que nous sommes là, pour les soutenir afin qu'elles puissent effectuer leur mission. Nous faisons beaucoup d'appuis rapprochés quand les troupes au sol sont prises à partie, qu'elles reculent ou qu'elles sont sous le feu et ne peuvent pas en sortir. Nous sommes vraiment là pour les appuyer. Donc, pour nous pilotes, la mission n'est pas si difficile, mais elle est extrêmement importante. Une culture justement de l'appui aux troupes au sol qui est tout simplement phénoménale. Je profite de cette expérience au jour le jour et ma présence ici est vraiment la finalité de cet échange. Évidemment, il existe des différences, mais globalement, les choses se passent naturellement. Un peu comme si tous les gens se connaissaient déjà. Je crois que c'est parce que nous nous ressemblons tous un peu. On a énormément de passion en commun, on a la passion du vol, on a la passion ici d'apporter tout le soutien possible. C'est quelque chose qui nous unit énormément. J'essaie de faire fructifier cet échange et de profiter de cette aventure professionnelle et personnelle. La Air 2005 143, la VR 161 et la Max Breaking à 168. Alors ici, c'est ce que l'on appelle la salle de briefing de l'équipage, où l'on prépare chaque vol dans les moindres détails, étape par étape, une phase centrale de la préparation du vol qui peut prendre jusqu'à 40 minutes. Situation générale, d'avoir une perturbation orientée. Alors ce Boeing C-135 est l'avion le plus ancien de l'armée de l'air française, entré en service en 1964. Parmi ses très nombreuses missions, la première guerre du Golfe en 1991, c'était il y a 20 ans. Retour en images sur cet événement. Le ciel du Koweït assombri par des puits de pétrole en feu, des images qui ont fait le tour du monde, c'était il y a 20 ans. Après avoir envahi le Koweït en août 1990, l'Irak de Saddam Hussein déclenche la guerre du Golfe et se prépare à affronter une coalition de 28 pays, dont la France. Sauf événement imprévu, donc improbable, les armes vont parler. Le 10 août, l'opération Salamandre est déclenchée. 2600 hommes partent à bord du Clémenceau. La marine commence à acheminer du matériel et notamment un régiment d'hélicoptères de combat. Elle participe également à l'embargo contre l'Irak, en prenant position dans le golfe Persique. Le 17 janvier 1991, l'opération Tempête du désert est lancée, une opération de grande ampleur interarmée et interalliée. L'armée de l'air frappe les premiers points stratégiques pour permettre une offensive terrestre.
Pendant 43 jours, les frappes aériennes de la coalition se succèdent sur les positions irakiennes, ouvrant la voie à une offensive terrestre. Depuis le mois de septembre 1990, une division française a été formée, c'est la division Daguet. Positionnée en Arabie Saoudite, le long de la frontière irakienne, elle reçoit l'ordre d'attaquer le 24 février 91. Dès l'aube, les 12 000 hommes de la division Daguet attaquent à l'ouest et s'engouffrent en quelques heures de 150 km à l'intérieur de l'Irak, avec pour objectif de s'emparer de l'aérodrome d'Al-Salman. Il est défendu par les 10 000 hommes de la 45e division d'infanterie irakienne, qui n'offrent que très peu de résistance. En l'espace de 48 heures, les blindés, hélicoptères et troupes au sol vont faire près de 3 000 prisonniers. Le 28 février, le Koweït est libéré et l'Irak accepte les 12 résolutions de l'ONU. La guerre du Golfe a marqué un tournant dans les armées françaises. Elle a été la matrice de la transformation des armées d'aujourd'hui. L'équipage d'un C-135, c'est 4 personnes, 2 pilotes, un navigateur et un opérateur de ravitaillement en vol. Ils font ce que l'on appelle en anglais un cocking. Ils passent en revue toutes les checklists pour vérifier que l'avion est intègre et apte au vol. On poursuit ce journal. Ce mois-ci, on s'intéresse à la reconversion des militaires. Une population jeune, donc souvent amenée à faire une seconde carrière. Des structures existent pour les aider à intégrer le monde civil. Reportage. Compagnie à commandement, repos. Le jour va bientôt se lever sur Fontenay-le-Comte. Il est 8 h du matin et les stagiaires sont au rapport. Chaque année, le Centre militaire de formation professionnelle accueille 1300 militaires en reconversion. Notre mission s'inscrit dans celle de l'agence de reconversion de la Défense. Notre action est ciblée essentiellement sur les militaires ne disposant pas d'acquis transposables sur le marché de l'emploi. C'est-à-dire tous les militaires exerçant des compétences purement militaires sans équivalent dans les entreprises. Pour accompagner ces militaires vers la vie civile, le CMFP agit selon une logique de sas de transition. En plus de leur formation professionnelle, les stagiaires bénéficient d'un accompagnement à l'emploi. Nous sommes là pour favoriser leur intégration socio-professionnelle de façon complémentaire au travail que font les chefs de section. L'objectif du CMFP étant bien évidemment que chaque stagiaire reparte avec un titre professionnel, mais aussi bien sûr, et surtout un emploi. Pour assurer une formation professionnelle, le CMFP fait appel à l'Association de formation professionnelle des adultes. Elle met à disposition des formateurs dans plus de 40 métiers. Pendant leur séjour, les stagiaires alternent stage en entreprise et cours en atelier. Je suis dans la marine, l'aéronavale plus exactement, et en fait j'étais mécano-hélico, avion. En fait je voulais pas quitter la mécanique. Voilà. Je suis en stage pour apprendre à travailler sur tout ce qui est tondeuse, tronçonneuse, petit matériel comme ça. J'ai déjà fait ma recherche de stage en entreprise. Et la personne chez qui je vais faire le stage m'a déjà proposé du travail. À la fin de leur cursus, les stagiaires sont évalués pour obtenir un titre professionnel reconnu par l'État. Après leur passage au CMFP, ils sont plus de 90% à trouver un emploi dans les 6 mois. Ok, ça arrive face à face. Déjà 5 mètres, il stabilise. 3 mètres, 2 mètres, 1 mètre, dans le panier. Nous sommes au niveau de vol 237 km d'altitude. Sous mes pieds, une partie des 88 tonnes de kérosène que peut contenir l'avion. Alors le ravitaillement se fait soit à l'arrière, au point central, soit de manière latérale avec des tuyaux qui sont déployés au bout des ailes. Tout de suite, d'autres informations en bref. Depuis le 21 janvier 2011, le Collège interarmé de défense, le CID, a repris le nom d'école de guerre. À l'occasion du baptême de la 18e promotion, le ministre d'État, ministre de la Défense et des Anciens Combattants, M. Alain Juppé, a officialisé ce changement de nom. Le retour du mot « guerre » dans l'appellation de cette institution se veut en cohérence avec les réalités opérationnelles d'aujourd'hui, plus claires pour la société civile et homogènes avec les écoles des puissances alliées
à l'instar du War College américain. Sur le site de l'ancien hôpital militaire de Fréjus se dresse aujourd'hui un pôle d'excellence au tout premier rang des zones économiques les plus dynamiques du Var. Réalisé en partenariat avec le ministère de la Défense, le développement de cette zone d'activité a permis en moins de 5 ans la création de plus d'une centaine d'emplois dans les domaines des technologies de pointe. Une restructuration à valeur d'exemple dans le premier département militaire français. Nouvelle façon d'acheminer le matériel en Afghanistan pour la Force internationale d'assistance et de sécurité qui vient d'autoriser le largage de matériel à très grande hauteur et en ouverture basse. La France est la seule au monde à maîtriser ce procédé qui désormais pourra profiter à l'ensemble de la coalition. L'avion largueur est à 7 km d'altitude, à l'abri des tirs ennemis et la précision au sol reste inférieure à 500 mètres. La charge est légèrement freinée jusqu'à l'ouverture finale du parachute à proximité du sol. Bonjour colonel, vous commandez le groupe de ravitaillement en vol. C'est Boeing C-135 qui donne du carburant. C'est la mission principale. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Effectivement, dans beaucoup de domaines, le C-135 reste indispensable, notamment que ce soit la projection de force, de puissance, de transport de fret. Si je peux vous donner un exemple, par exemple, début septembre, 3 C-135 ont emmené 25 tonnes de fret humanitaire suite aux inondations au Pakistan. Mais également, depuis 2 ans et demi, une mission que seule cette unité est capable de faire, c'est les évacuations sanitaires stratégiques que l'on appelle Morphée dans notre jargon. Merci colonel, comme ça on a bien compris l'étendue des missions du C-135. Alors on part tout de suite à Saint-Nazaire à la découverte d'un nouveau bâtiment de projection et de commandement. Après le Mistral et le Tonnerre, voici le Dixmude aperçu en images. Chantier STX à Saint-Nazaire. Construction du bâtiment de projection et de commandement Dixmude, 3e BPC commandé par la Direction Générale de l'Armement, après le Tonnerre et le Mistral. Tu peux essayer de te mettre sur Vérin, autrement là-haut, sur l'arrière, au tribord. Aujourd'hui, les équipes sont concentrées pour le montage des pods, les propulseurs du bâtiment. Un seul d'entre eux est quasiment aussi puissant qu'une centaine de voitures réunies. La discussion à faire, en fait, c'est le poids que l'on manipule, puisqu'on a plus de 100 tonnes. Donc on a, entre guillemets, on n'a pas le droit à l'erreur puisqu'on a une charge très importante. Et donc il faut bien se coordonner entre l'intérieur du local pod et puis l'extérieur, tout en regardant en visuel s'il n'y a rien qui bloque au niveau du pod. Extrêmement polyvalent, le BPC permet de remplir des missions très diverses, projection de force, commandement des opérations ou encore missions humanitaires. C'est le second bateau finalement le plus gros de la Marine nationale, le premier et le seul d'ailleurs, étant le Charles de Gaulle. Il est capable de se déployer loin, il est capable de transporter énormément de personnes, il est capable de les héberger, de les nourrir et aussi de les opérer quand il y a des problèmes de santé dans la mesure où il est doté d'un hôpital très important. Le Dixmude quittera Saint-Nazaire à l'été pour la mise au point de ses systèmes d'armes et de combat par DCNS à Toulon. Il sera livré à la DGA et mis en service par la Marine nationale en 2012. Un accord intergouvernemental franco-russe de coopération pour la construction de BPC vient d'être signé. 4 bâtiments doivent être construits pour la Russie, 2 dans chacun des pays. Sa réalisation garantira un emploi à de nombreuses entreprises russes et françaises et ouvrira de nouvelles perspectives de coopération entre la France et la Russie. Et c'est dans ce hangar que sont entretenus les avions, les C-135. Ils viennent passer une visite systématiquement toutes les 200 heures de vol, ce qui correspond à environ 4 mois d'utilisation. Et c'est la fin de ce journal de la Défense. Merci au personnel de la base aérienne 125 de nous avoir reçus à Istres. Merci de votre fidélité. À bientôt sur LCP.